Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est dimanche, j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes en train de couper les carottes, faire cuire les frites ou lancer le barbecue. En tout cas, nous, on est dans vos oreilles ou devant vous en chair et presque en os. En tout cas, il est en face de moi, lui, et même à côté sur cette petite fenêtre. C'est Théophile Aumesser. Comment tu vas, Théo? Eh ben écoute, ça va très bien. Un peu fatigué, je te le cache pas, parce que les nuits sont courtes avec les playoffs, mais on attendait ça depuis le début de l'année, donc je vais pas me plaindre. Au contraire, je suis ravi de te retrouver en tout cas. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez parfois un tout petit décalage d'une seconde sur les questions et les réponses qu'on peut se faire. C'est uniquement pour des problèmes techniques. C'est très très loin. La connexion entre Paris et Marseille est parfois difficile. On sait qu'il y a tellement de checkpoints à passer pour les ondes et pour tout le reste que parfois on est un peu décalé, voire jet-lagué. Mais ça tombe bien en cette période de playoff. Et puis le thème va être vraiment calé là-dessus puisqu'on va vous parler aujourd'hui des grands upsets de l'histoire de la NBA. Et pour qu'il y ait upset, c'est pas forcément évidemment en saison régulière, mais pour qu'on aille au taquet sur les playoffs. En effet, il y a de quoi faire, on a de quoi parler. On aura nos rubriques habituelles, les coups de cœur, pourquoi pas un coup de gueule à la fin, et également nos petites reliques toujours aussi croustillantes comme on les aime. Mais en attendant, Théo, on va parler d'upset. On en a rarement au sein de la rédaction de Rivers entre nous. Mais toi, quand on te parle d'upset, c'est quel est le premier qui t'a sauté, on va dire, à la gorge? Mais écoute, il y en a plusieurs au bout du compte. C'est vrai que c'est cool parce que quand tu arrives en playoff, surtout au premier tour, tu dis, bon, bah, il y a peu de chances que ça se produise. Souvent, c'est quand même les équipes les mieux classées qui passent, du moins pour ceux qui sont classés premier ou deuxième de leur conférence, c'est rare qu'ils sautent. C'est quand même arrivé un paquet de fois. Et en fait, quand tu m'as proposé cette thématique, Pierre, la première qui m'est venue en tête, c'est quand même celle des Warriors. Alors, pas celle des Warriors dynastiques de Stephen Curry et compagnie, mais ceux de la saison We Believe, saison incroyable coachée par Don Nelson, donc la saison 2006-2007, avec, je vous donne un petit peu le casting, Baron Davis, Michael Pietrus, Jason Richardson, Stephen Jackson, bien sûr, toute cette escouade-là qui s'est qualifiée pour les playoffs à l'arrache, complètement à l'arrache, mais dans une dynamique folle, et qui croise sur son chemin les Mavericks complètement revanchards après avoir perdu le titre 2006, avec le sentiment de s'être fait voler en finale NBA face au Heat à coup de coups de sifflet impromptus, un nombre de lancers francs encore plus impressionnant pour Dwayne Wade que sur Joel Embiid dans un quatrième quart-temps. Bref, les Mavericks avaient la rage de dingue, ils ont signé une magnifique saison, ils tombent sur pas de bol sur les Warriors coachés par celui qui les connaît le mieux, Don Nelson, l'ancien entraîneur des Mavericks, qui a sorti tous les outils de la boîte à gants pour essayer tu vois, je sais pas si tu vois ce mème là où il y a un mec en vélo avec un bâton qui se met dans ses rayons, bah c'est ça, il avait sorti et il avait des branches dans tous les coins pour les faire tomber et ça marche, ça a fonctionné à merveille. Énorme désillusion pour les Mavericks qui sont sortis par les Warriors. Allez, juste pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie, je vais te sortir les stats du match 6, si je me trompe pas. Attends, que je te dise pas de bêtises. Je sais même plus en combien de matchs. C'est ça, en 6 matchs. Donc les Warriors qui sont imposés 4-2 contre les Mavs. Et dans le Game 6, accroche-toi bien, les stats de Dirk Nowitzki. 8 points à 2 sur 13 au tir, un naufrage complet de Dirk qui a fait limite une dépression derrière. On pensait que ça allait sceller sa legacy. Heureusement que voilà, quelques saisons plus tard, en 2011, il a réussi à prendre le titre et à montrer quel incroyable franchise player il a été. Mais naufrage total de Dirk Nowitzki dans ce match. À l'inverse, tu avais un Stephen Jackson complètement incandescent, 33 points, 20 points pour Baron Davis, 12 points pour le légendaire Andris Biedrins, dont j'avais même quasiment oublié l'existence. Matt Barnes qui sort un match en double-double à 16 points, 11 rebonds et 7 passes. Bref, c'est la science-fiction totale. Voilà, moi j'ai adoré cette équipe j'aimais bien Dallas, mais j'ai adoré cette équipe des Warriors qui m'a fait vibrer comme jamais. Derrière, c'est dommage, ils sont tombés au tour suivant face à Utah, que j'espérais vraiment qu'ils arrivent à passer le cap. Tu sais, on en avait parlé dans le numéro du Culture spécial Dunk, avec ce dunk complètement fou de Baron Davis qui postérise Andrei Kirilenko et qui monte son bide à tout le public. On aurait dit Tracy Morgan dans ses plus grandes heures. Ouais, voilà, les Warriors, We Believe, souvenir incroyable pour moi. Tu m'as sorti Tracy Morgan. Tu t'y Incroyable. attendais Vous pas à allez me ça, hein. sortir Tracy J'avais dans ma Morgan. boîte Je secrète. m'attendais pas du tout. Non, mais ce qui était marrant dans ce que tu dis par rapport à Don Nelson, qui
qui met des bâtons dans les roues. On avait surtout l'impression, tu sais, que genre qu'il avait gardé un double de la clé des Warriors et qu'il est allé sur la Formule 1 des Mavs et qu'il, tu sais, il a enlevé un petit écrou sur un pneu, il a, il a coupé un fil qui allait au moteur parce qu'il y a tout qui a déraillé en fait et c'était assez étonnant. Alors, comme tu dis, ça a déraillé parce que derrière, on a fait déjouer, mais c'est vrai que c'était une belle aventure, une belle histoire. Malheureusement, en effet, coupé le tour suivant, mais je pense qu'il y avait eu trop d'adrénaline, en effet, et tu l'as dit, hein. Baron Davis qui se met à moitié tout nu. Après, il y avait trop, il y a trop d'influx qui a été laissé sur la suite, et je pense ils étaient en sur-régime, en effet, et pas vraiment au niveau de la suite. Moi, je vais partir sur un premier upset. Alors moi, je vais rester super conventionnel. Et collé à l'actualité, et ben, figure-toi que pour moi, c'est un bel upset ce qui s'est passé entre New York et Philadelphie cette semaine. Exactement, parce que pour moi, un upset, ça n'existe pas quand il y a, par exemple, des joueurs majeurs qui sont blessés. Tu vois, par exemple, on a dit qu'en 2012, les Sixers avaient fait un upset sur les Bulls. En effet, les Bulls, dans cette saison un petit peu raccourcie, auraient dû se qualifier, mais sans Derrick Rose, sans Joakim Noah à partir du troisième match, c'est impossible. Là, Indiana contre Milwaukee, c'est un upset si tu regardes le classement à la fin de l'année, mais sans ces joueurs majeurs, c'est impossible. Ça ne peut pas être un upset. Or, pour moi, New York était donc deuxième à l'Est par rapport à Philadelphie qui sort du play-in, enfin qui était moins facile. Philadelphie était finalement plus ou moins au complet. New York sans Julius Randle. Donc on se demandait comment ils allaient pouvoir tenir sur les Sixers. Mais pour moi, c'est un bel upset. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, Embiid, là, il a dû avoir du mal à se réveiller le lendemain. Alors on enregistre ça le lendemain de la victoire des Knicks. Donc regardez Théo, il est encore tout rouge de joie. Il a changé de couleur et tout 17 fois pendant la nuit. Mais voilà, moi je trouve que c'est ce qui s'est passé là. Au regard de l'ensemble de la série, où finalement, cumulé, New York gagne que d'un petit point sur l'ensemble. Hier, le match 6, ils remontent, ils mènent de 22, ils se font encore remonter. Enfin, vous voyez la cata arriver. Tout était possible et voilà. Et pour moi, c'est à la fois ça les playoffs, comme on l'a vu sur la série entre les Lakers et Denver, où les Lakers mènent toute la série et finalement perdent la série alors que avec 2 buzzer beaters pratiquement, voilà. Mais là, pour moi, c'est un vrai upset. Et d'ailleurs, ça pourrait être une relique dans quelques années. Mais tu sais, tu connais les gars qui se disent, ils ont peut-être un maillot, par exemple, un maillot Bulls 23, mais avant 1984, tu vois. Lui, Ouais. il vaut 150 milliards de dollars. Peut-être celui-là peut-être dans quelques années, il va valoir beaucoup, beaucoup d'argent si un jour le maillot de Jalen Brunson est retiré au Garden, puisque bon, c'est pas celui de Jalen Brunson. Tu sais, tu as l'impression que tu vas faire comme les gamins dans les salles, tu sais, tu mets du gaffeur ici et tu écris Brunson à la main, tu vois. Donc voilà. Un petit clin d'œil à Franck qui sait qu'il n'a pas démérité à New York, mais voilà, c'est vrai de voir son maillot comme ça être porté aussi haut en ce moment, c'est phénoménal. Et puis voilà. Donc pour moi, c'est un bel upset. C'est même si le classement ne le dit pas, pour moi, ça en est totalement ce qui s'est passé entre Philly et New York. Oui, c'est vrai que finalement, Philly aurait forcément été bien mieux classé si Joel Embiid n'avait pas manqué une telle partie de la saison régulière. Donc je vois complètement ce que tu veux dire. C'est marrant parce que quand tu parlais de New York, moi c'était le deuxième auquel j'ai pensé instantanément. Et c'est pas juste sur une série, c'est vraiment un parcours en playoff incroyable. 99, saison écourtée en raison du Covid. Du Covid, oh là là, le lapsus terrible en raison du lockout. New York donc, qui termine 8e de la conférence Est et qui affronte le Heat au premier tour et qui enchaîne les séries après les séries. Donc victoire au forceps. À l'époque, le premier tour se jouait en 3 manches gagnantes. Donc victoire 3 manches à 2 pour New York avec un dernier match qui s'est réglé sur un score 78-77 et un flotteur incroyable d'Alan Houston avec le ballon qui rebondit sur le cercle avant de finalement transpercer le filet. Victoire de New York derrière un sweep vite fait bien fait des Hawks 4-0.
Finale de conférence face aux Pacers, remportée 4-2. Et puis derrière, malheureusement, marche trop haute pour New York qui rejoignait, qui rencontrait les Spurs du tout jeune Tim Duncan. Une finale assez vite pliée, 4 victoires, 4 victoires à une. Mais ce parcours des Knicks de l'époque, enfin, je me rappelle avoir été comme un fou. J'ai toujours bien aimé New York, j'étais pas forcément fan hardcore des Knicks, mais voilà, voir ce parcours où tu les vois passer les tours les uns après les autres pour aller jusqu'en finale avec une équipe vraiment sympa, quoi. Latrell Sprewell, Alan Houston, Patrick Ewing, malheureusement, oui, qui était blessé sur les playoffs. Par contre, mais c'était voilà, gros kiff ce parcours assez improbable de New York en 99. Ouais, et puis en plus, c'était ça collait tellement avec l'image de la ville. Ils avaient des maillots avec, c'était plus des cols en V, c'était des décolletés plongeants. Et puis Ewing, il joue pas du tout la finale, je crois. Il se blesse, je Ouais. crois, juste avant la finale. Donc bon, bah forcément, quand en face, tu as Robinson Duncan qui verrouille ça. C'était pas ce pauvre Marcus Camby qui n'a rien, pas démérité, mais qui était un peu juste finalement. Et malgré l'énergie, malgré tout ce qu'il fallait, ils arrivent quand même à en prendre un. Mais la marche, comme tu dis, la marche est beaucoup trop haute face à une équipe. On sent que c'est son moment. Mais voilà, c'est des images. Ce flotteur d'Alan Houston, la balle qui rebondit sur le cercle, sur le haut de la planche qui redescend. Et puis le shoot de Larry Johnson contre les Pacers, ce shoot à 3 points qui fait, je pense, exploser le Garden. Il y a dû y avoir un tremblement de terre dans Big Apple à ce moment-là. Mais c'est surtout que ça, c'est finalement aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est le dernier grand run de playoff des Knicks depuis. Euh, il y a eu ils ont été devant avec l'histoire de Jeremy Lin à un moment, ils ont été sur le devant de la scène, mais c'est la vraie grande médiatisation des Knicks. C'est ce moment-là où ils avaient encore quelques superstars. C'est voilà, par exemple, tu vois, un type comme Joachim Noah, quand il arrive à New York, il vient de Chicago, mais le rêve de sa vie, c'est New York, et il se fait suspendre pour les raisons qu'on connaît. Et il n'est pas dans l'équipe au moment où cette équipe de 99 vient leur rendre visite, comme ils étaient là au Garden, tous là sur le bord du terrain. Et lui, il dit que c'était ses héros d'enfance, quoi. C'est-à-dire, c'était l'équipe absolue dans la grinta et dans le caractère new-yorkais à son paroxysme, voilà. Pour lui, et en effet, c'est la dernière grande épopée en playoff des Knicks. En attendant, peut-être celle-là, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, c'est clair. Et pour l'anecdote, allez, je te sors une petite stat assez marrante du dernier match donc de la série entre New York et Miami du premier tour. Un mec qui sort du banc pour jouer 49 secondes, pas de points. Il a jeté la ligne de stat du mec qui a fait juste du cardio, là, il a rien rempli du tout. Mais par contre, le nom de l'intéressé, Rick Brunson, le daron de Jalen, qui est aujourd'hui sur le banc en assistant coach, bien sûr, de Tom Thibodeau. Ah, incroyable, je ne savais même pas que c'était en effet, il était là à ce moment-là, ce Rick Brunson. Ouais, enfin, il a la ligne en 49 secondes, il a la ligne de stade de Tobias Harris, donc, mais respect à lui, c'est formidable. Autre, autre série, tu parlais de New York en 99. On revient 5 ans plus tôt. New York en 99 est la toute première équipe classée huitième à aller jusqu'en finale NBA. Mais 5 ans plus tôt, il y a la toute première équipe tout court classée huitième qui tape le premier de la saison régulière. On parle des Sonics en 94 avec Sean Kemp, Gary Payton, Sam Perkins et un joueur que j'adorais qui s'appelait Kendall Gill d'une élégance folle et un espèce de petit buffle là incroyable. Et ils finissaient avec leur saison avec, je crois, un record à 63-19. Cette fois-ci, c'était sûr qu'ils y allaient. L'année dernière, ils avaient été barrés on en avait parlé dans notre épisode complot de manière un petit peu suspecte, on va dire, des finales NBA par les Suns de Phoenix de Charles Barkley. Là, ça semblait sûr qu'ils y allaient. Ils en étaient tellement sûrs, eux, qu'ils se font taper par les Nuggets de Denver avec pas de vraies stars, à part Mutombo, mais qui était en début de carrière à ce moment-là, pratiquement. Eux, ils étaient à 42-40. Ils perdent en plus les matchs 1 et 2 et ils renversent toute l'histoire quand ils retournent à Denver. Voilà, c'était vraiment la première fois pratiquement qu'on entendait parler des Nets, puisque c'était une époque
les petites équipes étaient peu médiatisées. Donc, c'est la première fois qu'on voyait ce maillot et cette image iconique de Mutombo au sol en train de tenir le ballon entre ses mains et se rendant compte qu'il avait fait un exploit absolument incroyable, surtout qu'il gagne le match 5 à Seattle, 98-94. Donc voilà, belle histoire. Je vais être très honnête avec toi, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont fait juste derrière, mais je crois qu'ils ne sont pas allés bien loin. Mais écoute, je vais te dire ça tout de suite. Moi aussi, je les avais forcément sur ma liste, cette équipe de Denver incroyable. Effectivement, l'image dont tu parlais de Mutombo, enfin, nous, elle nous a marqué. On l'a vu et revu après, pendant des années au début de chaque série de playoffs. Derrière, ils se sont fait sortir, mais par contre, par le Jazz. Mais ce que je me rappelais pas du tout, je me rappelais pas du tout que la série avait été aussi disputée, puisque ça s'est joué quand même en 4 manches. Ouais, 4 manches, enfin en 7 manches, pardon. 7 manches face à Utah, qu'il a remporté 4-3 avec notamment un match en prolongation et un match en double prolongation. Donc c'était une série hyper disputée. Moi aussi, j'ai été vraiment resté sur le résultat du premier tour. Je me rappelais pas qu'ils avaient ensuite été poussés, du moins la performance aussi loin au deuxième tour. Le Jazz, c'est vraiment les casse-bonbons de première. C'est-à-dire, dès que tu veux faire un kiff, non, 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 c'est pas les Jazz. C'est un peu comme. Et finalement, les Nuggets ont changé leur karma, puisque les Nuggets, c'est quand même les gâcheurs de life des Lakers. Puisque quoi qu'il arrive, là, cette année, ils leur ont gâché l'opening night, la statue de Kobe, les 40 000 points de LeBron et la fin d'année. Donc voilà, ils devraient être les Gashman de Denver, quoi. Tu vois. Les Gashman, ça me plaît bien, ça. C'est une bon surnom, je trouve, d'équipe. Les Gashman, ça me va très bien. Allez, moi j'avais une autre série d'upsets forcément impressionnante. Je pense que tu vas voir vite où je vais en venir. Je vais pas te ramener très loin en arrière. Je vais simplement remonter à la saison dernière avec le parcours totalement dingue du Miami Heat en playoff. Donc le Miami Heat emmené par Jimmy Butler qui finit 8e. On se qualifie, sort du play-in pour se qualifier 8e. Prend les Bucks au premier tour. Victoire 4-1 sans pitié des Bucks. Ça, il manquait Giannis Antetokounmpo, je crois, sur le premier ou les 2 premiers matchs. Mais derrière, voilà, score sans appel, 4-1 contre les Bucks au premier tour. Derrière, ça prend New York 4-2. Ça se termine au 3e tour, donc en finale de conférence face à Boston. Le Heat qui mène 3-0. On se dit, bon, bah, c'est plié, ils vont sweeper les Celtics. Retournement de situation incroyable, les Celtics prennent les 3 matchs suivants. Et derrière, victoire énorme, 103-84 sur le parquet de Boston pour écœurer les Celtics et se qualifier une nouvelle fois pour la finale. Bon, en finale, il manquait trop de jus. Jimmy Butler sur un genou, ça se termine avec un score, là aussi, sans appel, 4-1 en faveur des Nuggets qui était trop fort. Mais cette équipe de Miami l'an dernier, qu'est-ce qu'elle m'a fait kiffer, franchement, au-delà de Jimmy Butler, les Caleb Martin, Gabe Vincent, la résurrection de Duncan Robinson qu'on pensait. C'est même pas qu'il était sur les trading blocks, quoi, c'est il était sur le pas de sa porte avec les valises en attendant qu'un taxi vienne le chercher. Résultat, il reste, et puis il y a ce parcours fou sans Tyler Hero. Voilà, c'est. Tu sais, pour le Heat, c'est pas tant que je suis fan de la franchise de manière. Comment dire de manière chaque année en fait. Faut savoir que pour les gens, les vieux comme nous, Pierre, le Heat ça a longtemps été la franchise de la loose, hein. C'était assez nul, franchise qui a été créée dans les années 90, un coup de Glenn Rice, mais derrière c'était quand même pas folichon. Mais c'est vraiment cette équipe, cette version du Heat avec Jimmy Butler, Spoelstra et compagnie que j'ai adoré, que je continue d'adorer dans son abnégation, dans ce côté un petit peu MacGyver. On va trouver des solutions pour s'en tirer même quand on pense que tout est plié. Et le parcours du Heat l'an dernier, je le trouve légendaire en fait. C'est surtout tu sais, il y a des joueurs, ils sont motivés. Après, tu sais, dans l'échelle de la motivation, tu as motivé, surmotivé, tu as habité et tu as possédé. Et je pense que à la fin juin, et c'est peut-être ce qui s'est passé juste avant la finale NBA, peut-être que les Gashman de Denver leur ont envoyé un exorciste à Jimmy Butler parce que c'était plus possible de voir Enfin, c'était fou et de voir ça. Il était, enfin, sur les matchs surtout contre Milwaukee, là, où ça se joue à domicile, où il enchaîne des tirs à 3 points.
Euh, il pointe le parquet du doigt, that's my shit. Enfin, mais on avait rarement vu ça. Et c'est vrai que toi, en plus, qui kiffe ce joueur, je pense que tu étais prêt à aller pour la première fois de ta vie sur un playground avec l'équipement complet du hit. Et même même un arm sleeve, même un bandeau s'il avait fallu, même quand il mettait son bandana autour, même tu étais prêt à te faire des dreads comme ça ou à avoir les cheveux détachés comme ça. Tu étais prêt à tout et je peux comprendre parce que c'est quand tu es fan de Miami, et tu as raison de dire que Miami pendant longtemps. On n'aimait pas ça parce que finalement, même quand on repense à cette équipe avec Zo Morning, Tim Hardaway, on avait déjà l'impression qu'ils avaient construit cette équipe comme une espèce de super team à l'époque, avec un assemblage de gens dominants et on était bien content qu'ils se fassent taper. Et dans les années 2010, c'est ce qui s'est passé. Chaque année, on espérait qu'ils se fassent taper. Mais les deux, enfin, il y en a quand même eu deux. Il y a eu celle dans la bulle aussi, l'aventure dans la bulle qui Complètement. était assez dingue. Mais c'est vrai que celle de l'an dernier, euh, bon, en plus, je pense que le fait d'avoir sorti Boston en 7, en ayant perdu 3 d'affilée, en ayant gagné les 3 premiers, ça c'est. Je ne sais pas si dans l'histoire il y en a beaucoup d'être mené 3-0, revenir à 3-3, gagner le dernier à l'extérieur comme ça. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais, incroyable. Juste pour le plaisir, je vais te donner les scores de Jimmy Butler, enfin du moins ses stats au scoring dans le premier tour face à Milwaukee. 35 points, 25 points, 30 points, 56 points, 42 points. Je pense que c'est la seule fois de l'histoire enfin, de l'histoire de sa vie, en fait, où Jrue Holiday s'est retrouvé face à un gars qui disait non, mais envoyez-moi Jrue Holiday, je vais marquer à chaque fois sur sa tête. Personne n'a jamais réussi ça, jamais. C'était complètement dingue. Et t'as raison, t'as dit incandescent, marabouté, enfin, tout ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il y a. Moi, même au-delà de arm sleeve et du bandeau, j'aurais été prêt à débarquer sur le playground avec une coupe émo de Jimmy Butler s'il avait fallu. Et si mes cheveux me l'avaient permis, mais ouais, non, fan à vie de Jimmy Butler. Déjà, j'adorais à Chicago. Je l'ai kiffé même à Minnesota, ouais. L'équipe des Sixers dans laquelle il a joué, je pense que c'est la plus belle équipe des Sixers que j'ai vue, même si j'ai adoré celle avec Allen Iverson. Celle-là, elle était dingue en fait, avec Ben Simmons quand il jouait encore au basket, Joel Embiid avec deux genoux et puis et le reste de l'équipe. Mais voilà, version Miami, l'an dernier, c'était dingue. Miami, on disait combien on était content de les voir taper. Quand même, on est obligé de parler d'un des plus gros upsets en histoire de finale, la finale de 2011, où ils se font cogner par des Dallas Mavericks qui, comme le 8 de l'année dernière, avaient rien à faire là et on s'attendait absolument pas du tout à ce qu'ils roulent sur une conférence Ouest assez jeune et renouvelée finalement. Et ils arrivent à cette équipe de Miami qui a mis du temps dans la saison régulière à trouver son rythme et qui finalement arrive lancé plein fer, mène 1-0, ils mènent 1-0 et demi, même 1-0 trois quarts, puisque ils se retrouvent dans une époque où on tirait beaucoup moins à 3 points. Donc quand tu menais pratiquement de 15 points ou 18 points en début de troisième quart-temps ou en fin de mi-temps, c'était pratiquement plié, surtout en finale. Et là, bon, il se passe ce qui se passe. Un Jason King qui se met à jouer et à distribuer le jeu comme lui seul sait le faire. Un Dirk qui pareil, touche plus seul. Voilà, je trouve que cette finale était complètement superbe. On en a parlé la semaine dernière de Dirk et de cette célébration très émouvante où il quitte le terrain tellement c'est trop pour lui. Mais je pense qu'il quitte le terrain parce que c'est trop pour lui, parce que même lui se disait c'est pas possible, on peut pas y arriver. Et finalement, ils y arrivent face à une équipe qui est, bon, même s'il y a encore Sean Marion, même s'il y a Yann Mahami, même s'il y a du poids, même s'il y a des athlètes de l'autre côté, enfin, ça n'avait rien à voir quand même avec la puissance athlétique et la hype qu'il y avait autour du 8. Donc voilà, bel upset quand même en finale. Ouais, carrément. Et puis moi, je vais rester sur Miami. Je vais partir en 2016 avec cette finale NBA face aux Warriors. Ce retour qu'on pensait impossible des Cavs qui s'imposent face aux Warriors. Ça reste un des retournements de situation en finale, je pense, les plus improbables. Moi, j'ai pas mémoire d'en avoir connu d'autres aussi dingues. T'as autre chose de... Non, on est d'accord, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a eu de plus fou. Avec un... Ouais, voilà,
Une série qui était dans la poche pour les Warriors, vraiment. Le fameux coup dans les couilles de Draymond Green à LeBron qui lui coûte un match de suspension. Et derrière, le dernier match avec des stats complètement folles, un finish comme on en rêve, en fait. Ça se joue, c'est serré jusqu'au bout. Le contre complètement dingue de LeBron, le tir à 3 points de Kyrie Irving. Et au bout du compte, le triple-double complètement fou que tout le monde a oublié. Le quasi-triple-double de Draymond Green qui termine ce match-là quand même après avoir été suspendu au match précédent, avec 32 points à 11 sur 15 au tir, 15 rebonds, 9 passes, 2 interceptions. Il fait un match fou, mais ça suffit pas pour inverser la tendance. Je pense que le upset, il vient surtout du fait que tu as une équipe qui a gagné 73 matchs et qui est donnée comme la plus grande équipe de tous les temps. Je pense que l'upset, il vient surtout de là. Alors après, à 3-1, honnêtement, je n'aurais pas mis un centime sur les Cavs. Ça, c'est une certitude. Euh, et puis à 3-2, alors je ne sais pas si c'est ce match 5 où ils sont à 40, à plus de 41, plus de 40 points, LeBron et Kyrie. Mais tout de suite, à la fin, à 3-2, par contre, tu sens qu'il se passe un truc. Voilà, tu sens qu'il s'est passé un truc, ils ont mis le doute à cette équipe parce qu'on les avait rarement vus autant dominer. Alors certes, il y a pas Draymond Green, mais ils se font quand même ruiner. Et on se dit que Draymond Green ou pas, le match, il aurait pris de la même manière. Alors il y a cette fameuse histoire comme quoi LeBron à 3-1 aurait dit, les gars, c'est bon, c'est fini pour eux, on les tient. Bon, c'est plus facile peut-être de le faire un petit peu avant d'attendre ça, mais je peux comprendre. Ils ont mis tellement de force pour arriver à ces 73 victoires que je pense qu'ils avaient gagné avant dans leur tête. Mais voilà. Alors c'est pour ça que le débat est toujours là. Est-ce que la plus grande équipe de tous les temps, avec une telle contrariété, peut garder ce titre-là? Je ne sais pas. Mais en effet, c'est un des plus gros upsets. Mais en plus, il est mérité, hein. Il y a une suffisance. Demandez à Erwan Abotré ce qu'il pense de Steph Curry dans le match 7 sur ses 3 dernières minutes avec sa passe dans le dos, etc. Je pense que s'il n'endort toujours pas. Mais voilà, c'était en effet une belle histoire. Mais en finale, alors moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, du coup, parce que cette équipe de Détroit ne vient pas de nulle part non plus, est-ce que la finale de 2004, entre les Lakers et les Pistons, est-ce que pour toi, c'est un upset finalement que Détroit batte cette armada incroyable, même si Karl Malone n'était plus vraiment Malone, mais autre chose. Mais voilà, est-ce que pour toi, c'est un upset, ça? Ouais, je pense que ça compte quand même comme un upset. Il faut se rappeler qu'au moment où les Lakers mettent en place ce roster, tout le monde leur garantit le titre tout de suite. En fait, c'est un petit peu c'est la première sans doute des super teams modernes. On les appelle c'est les Beatles et on se demande qui est le cinquième. C'est Devin George qui joue le rôle de cinquième Beatles. Non, même si la saison a été plus compliquée qu'ils ne le pensaient pour les Lakers, même si les playoffs n'ont pas été si simples quand ils arrivent en finale, tout le monde leur garantit quasiment un sweep et c'est une surprise monstrueuse de voir que cette équipe de Détroit a les ressources de contrecarrer cette équipe des Lakers où tu as 5 futurs Hall of Famer entre le coach, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton, Karl Malone, mais malheureusement blessé pour les Lakers. Ça reste à ce jour, je pense, le facteur le plus important finalement au-delà de la mésentente entre Kobe et Shaq. Je pense que si Karl Malone avait été en pleine possession de ses moyens, il aurait quand même il aurait eu un impact bien plus important que ce qu'on peut imaginer pour sa dernière saison. Mais oui, pour moi c'est un upset et un upset fantastique parce que pour le coup c'est quand même c'est pas simplement les Lakers qui ont déjoué, c'est les Pistons qui ont réussi à mettre le doigt où ça fait mal, à rentrer avec le petit couteau que t'as pas vu venir et de le tourner comme il faut pour vraiment faire monter le niveau de souffrance à un niveau intolérable. C'est une finale que j'ai adorée à titre personnel. J'ai adoré voir cette équipe des 100 grades venir à bout des superstars du showbiz. Enfin, c'est comme ça que c'était présenté un petit peu entre Motown et l'école bleue et puis les stars d'Hollywood. Mais ouais, finale incroyable. Oui, comme tu dis, c'est cette impression d'une équipe montée de toutes pièces et d'une équipe montée intelligemment. Et du coup, bah, qui a un vécu ensemble, qui est. Alors, moi, on parlait des égos de Kobe et Shaq. Je vois pas comment ils pouvaient penser que ça pouvait collaborer, enfin, coexister également avec un égo comme Karl Malone.
Enfin, je sais pas. En plus, un type qui a jamais quitté Salt Lake City et qui se retrouve soudain au soleil et ces trucs-là avec ces petites addictions qui sont tout sauf glorieuses. Donc voilà. C'est vrai que moi aussi, je me disais comment ça allait. Mais alors, ça a été un petit peu le fait de dire qu'il aurait pu mettre le doute un petit peu à tous les gens qui louaient la possibilité d'une super team parce que c'était le premier grain de sable dans le fait de dire une réunion de superstars peut ramener au titre, quoi. Ouais, carrément. Et ce qui est fou, c'est que finalement, tu vois, moi, Karl Malone, on en avait parlé déjà, hein, que j'ai copieusement détesté pendant des pans entiers de sa carrière. C'est la saison qui me l'a rendu vraiment sympathique parce qu'au milieu du bordel qu'étaient les Lakers, faut se rappeler que c'est l'année aussi où Kobe Bryant est en plein dans ces histoires d'accusations de viol, à faire des allers-retours entre le Colorado pour apparaître au tribunal et revenir juste à temps pour les matchs, etc. J'ai trouvé que Karl Malone était le joueur peut-être le plus stable en fait de cet effectif des Lakers. J'avais été hyper impressionné par la manière dont il s'était mis au service du collectif. Vraiment, et pour le coup, il avait rangé son ego dans sa poche, ce dont je le pensais incapable, pour faire tout le sale boulot de le travail de l'ombre, les écrans, les passes, etc. Aller prendre les rebonds. Et vraiment, voilà, cette blessure au genou, et c'est paradoxal parce que tu te dis, ce mec qui a jamais été blessé quasiment de sa carrière, qui avec son partenaire John Stockton, ils ont enchaîné les saisons, pour le coup, avec zéro load management, quoi. 80 matchs de saison régulière, année après année, tous les matchs de playoff, etc. Bah là, il se blesse au genou sur la fin, un petit peu comme ça faisait penser aussi à Charles Barkley, tu sais, à Houston avec sa blessure du genou. Euh, c'était limite, c'était pas de bol. Alors, ceux qui détestent Karl Malone encore plus que moi diront c'est le karma. Mais en tout cas, voilà, ce qui était fou, c'est que finalement, dans cette équipe des Lakers, j'avais trouvé que c'était peut-être l'un des plus sympathiques par l'abnégation, en tout cas, et par ce côté, non mais. Moi, je suis pas venu pour écouter comment dire, vos disputes de diva. J'en ai marre de ce bordel. Moi, je veux gagner un titre. Je veux qu'on gagne ces matchs. Et il a été exemplaire cette saison-là. C'est vrai qu'on avait l'impression à tout moment dans la conférence de presse, il allait faire comme ce fameux même. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Exactement. Le pauvre Karl Malone. Enfin, pauvre Karl Malone. Non, mais c'est vrai que un tel changement ouais, voilà, il a dû se dire ça va peut-être être gagné. Il devait avoir une hygiène, entre guillemets, une hygiène en tout cas, ouais, au niveau de sa préparation irréprochable avec John Stockton, avec Jerry Sloan, etc., parce qu'il y avait que ça à faire. Là, d'un coup, en arrivant dans un tel environnement où il n'y avait aucune camaraderie, ouais, c'était vraiment le shit show vraiment parfait, quoi. Et du coup, comme par hasard, à la fin, il se blesse. Bon, la saison, la lente agonie de ces Lakers-là, de cette équipe finalement. Ouais. Et j'en ai un autre, moi, qui implique encore quand même LeBron. C'est 2018, série entre les Cavs et les Raptors. Les Raptors qui avaient fini premier de la conférence Est, qui étaient premiers, les Cavs quatrième. Résultat de la série, 4-0. Allez, ciao les Raptors. Bonne continuation de bon parcours et bonnes vacances. On aurait dit Yann Bonato en train de dire passer un bon été après avoir gagné le titre avec le CSP Limoges. Incroyable. Alors c'est pas dans cette série-là, mais une des phrases, les plus belles phrases, je pense que j'ai entendu LeBron James prononcer, c'était au sujet d'un match de playoff Cavs Raptors où Cleveland devait retourner à Toronto et quelqu'un lui a demandé ouais ça va là, vous avez pas trop de pression. Il avait dit j'ai déjà été dans des situations avec de la pression, ça en fait pas partie. En mode Toronto et les Raptors, je les mets dans ma poche quand je veux. Bref, en gros, franchement, c'est pas de bol quand même pour eux. Tu sais, on parle souvent dans les années 90 de tous ces grands joueurs qui n'ont pas, qui ont pas eu de chance, qui sont tombés voilà, sur la même génération que Jordan, que ce soit les Barclay, Ewing, tous ceux-là qui n'ont jamais pu gagner de titre. Pour les Raptors, c'était un petit peu ça. C'est pas de bol d'avoir été dans la conférence Est au moment où LeBron y était encore parce que ça les a barrés complètement année après année. Ah, puis c'est un traumatisme. Enfin, cette image de LeBron qui prend un des shoots les buzzer beaters les plus dingues de l'histoire, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais il prend appui, pied inversé, il s'élève, il, il continue d'avancer comme ça, il est presque en dehors du terrain, il envoie un ballon sur la planche, ce qui gagne le match. Enfin, tu vois tous les Raptors qui s'effondrent en se disant, mais il y a rien à faire. Et moi, ça m'a rappelé, tu sais, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, ils l'ont souvent dit.
Je sais plus qui avait dit ça de Tristan Thompson. Tu sais il était agent immobilier dans la tête de Tristan Thompson. Genre, il louait un bout de la tête de Tristan Thompson, mais LeBron, il était propriétaire de tout le centre-ville de Toronto. Le fameux LeBronto, ça c'est une chose, mais c'était terrible parce que tu sentais à la limite après un blocage, et puis tous les fans se moquaient. Ça commençait enfin voilà, c'était devenu un running gag que LeBron allait marcher sur Toronto et tout le Canada en fait, puisqu'ils attendaient que ça à chaque fois. Mais ouais, Mm. c'était des upsets, c'était limite rigolo, quoi. Non, c'est clair. Mais tu sais, ce panier de la gang dont tu parles de LeBron, c'est vraiment. J'ai rarement vu un panier de la gang aussi irrespectueux dans ma vie, en fait. C'est vraiment le tir quand il y a ton petit cousin là qui vient de commencer le basket, qui fait viens, on fait un contre un et tout, qui est à 2000%. Et toi, tu prends les tirs les plus improbables parce que tu dis non, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse rivaliser avec quoi que ce soit. Allez, je vais prendre un allez, main droite, pied droit, en partant vers ma gauche avec la planche pour gagner le match. Genre, il y a zéro pression. Ouais. Pour moi, je pense que c'est l'un, si ce n'est le panier de la gang le plus irrespectueux que j'ai pu voir de toute ma vie. C'était plus, et puis surtout, tu sais, tu avais cette image de Raptors avec le dinosaure, mais t'avais l'impression que sur le terrain, c'était les Barbapapa, quoi. T'avais Barbouille, c'était Kyle Lowry. Euh, de Rosanne, c'était Barbabel. Et voilà, c'était catastrophique. C'était Ibaka, c'était Barbalala. Enfin, il y avait Barbie Baka, on va l'appeler. Mais c'était terrible. Non, c'était d'une tristesse de les voir comme ça. C'était terrible. Ouais, je sais pas si t'en as d'autres, toi. Alors, des upsets, il y en a eu plein dans l'histoire de la Ligue. Là, c'est vrai avec Pierre Armand, on était sur Il y en a eu ceux plein. dont on a été témoins, ceux qu'on a vus, ou du moins ceux qui nous sont restés en tête. Est-ce que t'en avais encore que tu voulais souligner? Allez, j'en ai un. Je vais pas parler parce que récemment, il y avait eu celui de Memphis contre les Spurs, hein. C'était une des rares fois où les Spurs Ouais. ont vécu un vrai gros upset. La seule chose, c'est qu'en 2011, quand ils se le prennent, on se dit, bon, bah, c'est la fin des Spurs. Honnêtement, moi, je m'étais dit, quand tu te prends comme ça une jeune équipe de Memphis, Zach Randolph, Marc Gasol et tout, en 2011, tu as déjà un vécu, tu n'as pas gagné le titre depuis 4 ans, tu reviens, tu te dis, tu es meilleure équipe de la ligue, c'est peut-être un peu, tu as une chance d'y aller, et tu te plantes là. Je m'étais dit, franchement, et c'est pour ça que l'aventure 2013-2014 était si belle pour moi. Mais autre upset qu'a pris les Spurs en 95 en finale de conférence, alors ils sont dominants les Spurs puisqu'ils ont le record de la ligue, je crois, avec 62 victoires. Une équipe des Spurs un peu particulière, hein, qui met Dennis Rodman, je crois, cette année-là, et David Robinson à l'intérieur, mais qui se fait taper par des Rockets en roue libre. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à cirer, qui sont là, ils ont gagné l'année d'avant, ils ont fait une année pourrie, ils finissent 6e, ils mettent Clyde Drexler, mais ils sortent Vernon Maxwell, donc ils savent pas si ça va fonctionner, s'il restera. Et puis ils font leur bonhomme de chemin, ils sortent les Suns avec le Kiss of Death de Mario Elie, et puis ils arrivent tranquillement, et on sent que c'est une équipe qui n'a rien à jouer cette année-là, donc ils tapent les Spurs 4-2. Je pense que tu avais deux pivots titaniques au milieu de chaque raquette. Et bah, il y en a un Olajuwon a été l'iceberg de Robinson. C'est là où encore une fois, hein, les échographies ont été terribles pour David Robinson, qui a été enceinte de quadruplé cette année-là. Et, et donc 4-2 pour les Rockets, qui après vont, alors, pareil, on se dit, vont se faire éclater par le Magic, et ils vont sweeper le Magic d'une drôle de manière. Mais voilà, c'était surtout, je pense, un upset général de la part des Rockets, qui sont une des équipes les moins attendues et les plus en détente de toute l'histoire des playoffs, qui arrivent en se disant, de toute façon, au point où on en est, bon, on y va et on verra bien ce qui se passe. Et ils vont au bout. Donc, cette équipe de Houston-là m'a encore plus fait kiffer que l'équipe de l'année d'avant avec les PJ Brown, les Carlos Herrera, enfin, comment il s'appelait? Oui, Carlos Herrera, je crois. Ouais. Enfin, voilà, toute cette bande-là. Carl Herrera, je crois, c'était ça. Et donc, voilà, c'était vraiment assez marrant de les voir. Ils s'amusaient sur le terrain, donc c'était plutôt drôle.
Ouais, et puis cette phrase de Tomjanovic qui est restée quand même dans toutes les mémoires, ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. Moi, après, je peux te dire que je l'ai ressorti un paquet de fois sur les playgrounds, celle-là, quand t'es mené, t'es mené au score et tu reviens comme un crevard en prenant un rebond. Exactement. Il y a Pierre qui se frappe le torse, là, tel un champion. Ouais, je l'ai ressorti des En tonnes montrant de fois, ça, quoi. ouais. C'était la punchline ultime, quoi. Alors juste pour, tu sortais des stats depuis tout à l'heure, 35,3 points, 12,5 rebonds et 5 passes. C'est les stats d'Olajuwon sur cette finale de conf contre Robinson, qui a dû C'était tellement remercier le Seigneur, lui qui le fait souvent, que Tim Duncan arrive. Ouais, non, ça doit être un record à la passe pour la jaune, qui était quand même un sacré trou noir. Ceci, ceci étant dit. Exactement, et que Robinson a dû aller faire ce pipi sur son test de grossesse. À mon avis, c'est pas devenu bleu, c'est devenu ça a fait. Là. Ça chantait la cucaracha. Ouais, et tu parlais tout à l'heure des Spurs, c'était de l'upset face aux Grizzlies. Et je me rappelle, quand tu parlais de cette série, je me rappelle de la mine dépitée d'Antonio McDyess qui fait tout ce qu'il peut. Franchement, il fait tout ce qu'il peut. Il défend à la perfection sur Zach Ah ouais. Randolph. Et Zach Randolph, voilà, c'est le prime de Zach Randolph. Je veux dire, je pense l'un des plus incroyables scoreurs à pas être capable de sauter par-dessus un bottin. Franchement, il lui a fait, pareil, il lui a sorti tout ce qu'il avait dans la boîte à outils, il l'a posé, il l'a posé en rentrant sur le terrain. Et le pauvre McDyess, d'ailleurs, je me demande s'il a pas pris sa retraite dans la foulée, d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Je me demande si c'est pas là-dessus qu'il a terminé. T'es dépité, quoi. Et puis par-dessus le bottin de la Lozère, hein, pas par-dessus le bottin des Bouches-du-Rhône, hein, je vous rassure. Mais McDyess, quel athlète, McDyess. Mon Dieu, quel athlète. C'est vraiment. C'était Chris Weber avec plus de muscles, quoi. C'était les gens ont oublié le côté athlétique d'Antonio McDyess. C'est une machine à highlight, pareil. Pouh. Mais je crois il est dans le Team USA en 2000, je crois, qui est avec Vince Carter, etc. Je crois qu'il est dans cette équipe-là. Ouais. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il est tout près de se faire. Il est dans cette équipe qui a failli se faire sortir par la Lituanie. Et ça s'est joué sur un tir de Sarunas Jasikevičius à la fin. Là, mais oui, il a eu chaud, on peut dire. Tu veux qu'on enchaîne sur autre chose ou est-ce que tu avais encore des séries dont tu voulais parler, Pierre? Écoute, non, on peut enchaîner. Bah, des upsets, il y en a plein. Et puis chacun. Un upset est très personnel aussi, parce que des fois, il y a des upsets qui ne sont pas forcément sur le papier, mais qu'on vit comme le DEL. L'upset, c'était quand même ce qu'on pourrait traduire par une belle injustice, même si c'est souvent mérité. Mais voilà, on espère qu'on en aura on va peut-être en avoir d'autres là dans ces playoffs à venir. Mais il faut être honnête que l'upset, c'est quand même le plus grand plaisir du journaliste sportif et du fan de NBA quand tu es juste fan de basket, mais pas supporter d'une équipe qui mange l'upset. Et c'est le meilleur souvenir d'une campagne de playoff, c'est l'upset finalement. C'est ce truc-là. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, je regrette un petit peu quand même l'époque où le premier tour se jouait en 3 matchs, en 3 manches gagnantes, parce que ça favorisait quand même plus ce type de retournement de situation, voilà, d'upset tout simplement. J'aimais bien ce format. Je trouvais assez excitant. Après, c'était vraiment, je trouvais que c'était irrespectueux l'upset, la série en 3 matchs. Ça faisait vraiment, comme tu dis, genre, genre entre 1 et 8, où il y a tellement de différence de niveau qu'on va donner une petite chance au mauvais en lui donnant que 3 matchs à gagner et pas 4, parce que 4 c'est mort. Donc, bon, c'était un peu disrespectful, je trouve. Non, c'est vrai, ça, je reconnais. Allez, je te propose qu'on passe au coup de cœur de la semaine. Pierre, qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine? Alors, j'ai 2 trucs. J'ai au niveau. Alors, un bouquin, comme chaque semaine. Je vous donne souvent des bouquins. Le dernier bouquin de Jacques Schwartzman, qui est un auteur de polar. Et voilà, ça, c'est vraiment pile le mot qui pourrait sortir à la fin d'un upset. Ou si vous aimez The Wire, faire chier. Comme ça. C'est une histoire très drôle d'un prof qui se retrouve, pas forcément malgré lui, mais au centre d'un trafic de drogue
dans une barre d'immeuble de Besançon. Donc voilà, c'est très drôle. Ça a remporté un prix du polar, ouais, le prix point du polar européen 2023. Ça se lit très très vite et c'est franchement très très marrant surtout. Voilà, Jackie Schwartzman, que ça s'appelle Shit et je vous le conseille. Et un autre truc, en cherchant une Oh, relique, je suis c'est beau tombé ça. là-dessus. Alors tu vois, voilà, un vieux reverse au moment où il y avait la nouvelle formule, ce qui fait écho à la nouvelle formule du site de basket session. Je crois qu'il est de 2013, celui-là. Oui, puisqu'on parle des finales de Coupe de France de basket 2013. Et un truc qui m'a frappé, alors on parle de Jordan, on parle de Kenneth Farid, donc des gens disparus et morts. On parle de la vie sans Derrick Rose, mais il y a un article d'Antoine Pimel en 2013 qui parle de Jabari Parker, de Jalil Okafor. Voilà. Et surtout, alors on parle de la révolution de Jordan et j'ai halluciné en voyant la photo de Jordan. Non? Toi, ça te rappelle personne? Ah, bah, bien sûr, oui, pour Enfin, Anthony Edwards, bien entendu, ouais. Ouais, oui, complètement, ouais. Mais cette photo-là, elle est complètement dingue. D'ailleurs, je t'ai envoyé une vidéo là où il commence à faire des parallèles de dunk de Jordan, notamment celui de Anthony Edwards Ouais. là sur le dernier match contre Phoenix. C'est incroyable. Mais cette photo, elle est folle. Alors si vous nous écoutez en audio, c'est une photo qui a été prise. C'est Petite KO d'ailleurs qui avait repris cette photo, une photo des premières années de Jordan, peut-être même de l'année rookie, et c'est fou la ressemblance la ressemblance d'Anthony Edwards avec Jordan. Voilà. Et c'était un super numéro. On parlait même du Black Mamba décodé avec Siracilla. Voilà, c'était mes deux coups de cœur de la semaine d'être replongé là-dedans. Vous faisiez du bon travail, messieurs, en 2013. Bravo. Merci Pierre, effectivement, Et il y je me avait rappelle un très bien. onglet Hoop Culture, c'est ça que je voulais Eh oui, montrer aussi. eh oui. Il y avait 10 pages de Hoop Culture et avec une personne qui nous manque beaucoup quand même, il faut le dire dans Reverse. Cette personne, c'est Apache, c'est la Hoop Babe de chaque mois et c'est là vraiment, vraiment, voilà quelque chose, voilà une ligne éditoriale qu'a abandonnée mais qui n'aurait pas dû être abandonnée. Voilà. Écoute, bah moi j'ai deux coups de cœur aussi cette semaine. Alors j'en ai un très basket, je vais commencer par celui-là. C'est un mec qui s'appelle PJ Washington et j'avais aucune idée qu'en fait j'étais fan de ce gars. Honnêtement, je peux pas te dire que j'ai vu beaucoup. Enfin, bien sûr je l'avais vu jouer un petit peu du côté des Hornets, j'avais suivi ses résultats, etc. Mais j'étais pas quand même scotché à ma télé à regarder tous les matchs de Charlotte. Et j'adore en fait sa personnalité et même ce qu'il apporte sur le terrain avec Dallas. Et il a signé, je pense, l'une des photos que j'ai préférées cette année. C'est sa photo là où il est comme ça, les bras, posture de b-boy, à fixer le banc des Clippers après un début d'échauffourée avec Terrence Mann qui n'était pas parti pour aller bien loin. Mais j'ai adoré l'attitude, le jeu et puis la pose quoi, que j'ai trouvé super culte. Donc voilà, au moment où on enregistre, on ne connaît pas encore le résultat du match 6 entre les Mavs et les Clippers, donc ça sera peut-être plus d'actualité, mais j'adore ce joueur en fait et tout ce qu'il apporte cette saison du côté de Dallas. Et alors mon deuxième coup de cœur, pour le coup rien à voir, c'est un coup de cœur de stand-up. Je sais pas si tu connais ce comique américain qui s'appelle Neil Brennan. Il avait sorti déjà 2 specials qui sont disponibles sur Netflix et là qui sont excellents d'ailleurs. Je vous les recommande. Je vous donne les 3. Le premier c'est Three Mics. C'est un spectacle assez conceptuel où il y a 3 parties de son show qu'il fait de manière, qui fait en continu. En fait, il dit des choses qui sont pas drôles en fait sur la dépression, voilà les difficultés qu'il a dans sa vie dans un micro. Il y en a un deuxième où il donne un autre type d'anecdote et le troisième où c'est juste des espèces de punchline à l'emporter et très bon. Le deuxième qui s'appelle Blocks qui est excellent, vraiment toujours c'est vraiment drôle, mais c'est sur son parcours, sa relation avec la dépression. Et le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Crazy Good, où ça fait plaisir d'entendre que ça va bien mieux dans sa vie. Et c'est pas du tout sur la dépression. Du coup, c'est un spectacle qui, pour le coup, est plus classique, dans le sens où c'est vraiment du stand-up, mais hyper drôle. Voilà. Si vous connaissez pas ce gars, Neil Brennan, c'est notamment celui à qui on doit la coécriture du show de Dave Chappelle, qui a fait un carton pendant des années à la télé. C'était voilà, lui, le co-auteur
l'auteur avec Dave Chappelle de toute cette série de sketchs et de parodies. Voilà, c'est disponible sur Netflix. Donc Neil Brennan, je vous mets voilà, sa photo, son nom dans la description. Moi qui adore le stand-up, je me suis régalé devant ce spectacle. Ah, voilà, vous avez de quoi lire, regarder du basket et vous poiler en un seul coup de cœur grâce à Théo. Donc on va aller, Neil Brennan, noter ça et on va se faire ça tout de suite. Et par contre, j'imagine que tu es venu avec une relique également. Qu'est-ce que tu nous as apporté cette semaine? Ouais, alors j'ai cherché une espèce d'upset. Alors c'est pas vraiment un upset, c'est plutôt le côté un gars sur qui t'aurais pas parié en fait et qui fait une carrière incroyable. C'est un rappeur dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Action Bronson, mais qui n'est pas que rappeur, qui est aussi chef. C'est à la base, et c'est même un chef, du moins un cuistot, et qui a sorti une série télé, un show sur la bouffe qui s'appelle Fuck That's Delicious, qui a été aussi adapté en livre. Et voilà, donc pour moi, c'est une espèce vraiment d'upset. Je vous redonne un petit peu le contexte, quoi. C'est ce rappeur d'origine albanaise qui vient du quartier de Flushing, Queens, à New York. Déjà, rien que là-dessus, tu dis, mais comment le mec, c'est impossible que le mec fasse une carrière dans le rap. Non seulement il fait une grosse carrière dans le rap, magnifique, et en plus, il a trouvé le moyen de faire tout ce dont il aime. Donc là, ce bouquin avec des recettes, avec certains de ses restos préférés, il est hyper bien illustré, les photos sont magnifiques. Et alors je sais pas si c'est le cas à Marseille, mais à Paris, j'ai eu, voilà, j'ai halluciné en le voyant simplement. Mais je sais plus si j'en avais peut-être parlé dans un précédent Hop Culture. Campagne de pub pour New Balance, lui qui kiffe les New Balance, qui a chopé un partenariat avec New Balance. Et donc tu vois Action Bronson en train de taper des sprints sur des affiches dans Paris. Totalement improbable. Je vous montre, voilà, je vous remets cette couverture qui est magnifique, avec notamment sa tête avec une espèce de ribs en plein milieu de la bouche. Voilà, mon gars, Action Bronson. Et ce qui est génial, c'est avec le petit guide annoté pour bien manger, parce que genre tout le reste, vous allez crever au bout de 20 minutes. C'est clair. Qu'est-ce que t'as comme relique de ton côté, Pierre? Tu sais, au départ, moi, quand j'avais vu le truc d'Action Bronson, je m'étais dit, il va montrer ça, et puis, tu sais, genre 6 mois après, tu vas le voir ultra fit et tanké comme Ryan Gosling, mais pas du tout, en fait. C'était Non, juste non. fuck, c'est delicious, tant pis pour nous. On crèvera plus tôt. Il faut bien crever un jour de quelque chose. Donc, autant bouffer des ribs. Donc, voilà. C'est exactement ça. Moi, alors juste parce qu'en cherchant là dans mes trucs de reliques, je suis tombé sur un truc qu'un copain, parce qu'il savait que c'était un des plus grands teubés de l'histoire, il m'avait acheté ce sac-là, tu sais, les sacs à dos avec J.R. Smith, on parlait des joueurs d'Enix tout à l'heure, et on était rentré dans un magasin en face du Barclays Center et il faisait plein de soldes et il y avait genre ça à 2 $. Il m'avait dit, je te préviens, je veux te voir te promener sur le reste de notre séjour à New York avec ce sac sur le dos que j'avais porté fièrement de ce bon vieux Jean-René Smith. Mais un upset, finalement, c'est inoubliable. C'est pour ça qu'on s'en rappelle le plus de ses performances. Et donc, en tombant sur l'ancien Rivers, je suis tombé sur ce magazine L'équipe, sur cette Wow. que j'avais gardé, qui est donc du 14 janvier 99, quand la retraite officielle est annoncée. Et voilà. Alors, je leur en avais voulu parce que quand même, ils te prennent une photo qui est de la finale NBA, je ne sais pas laquelle, puisqu'il porte c'est Jordan 12 comme ça. Et donc, à l'extérieur, donc il a son maillot rouge. Et avec un public en folie, ce qui signifie qu'il est en train de perdre sur cette photo. Et j'avais trouvé ça super déplacé de mettre Jordan avec une photo de lui en train de perdre sur un match. Bon, mais ça, il fallait voir le détail, mais il y avait, je pense, 1000 autres photos. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bizarre cette année qu'en playoff, je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est très dérangeant de voir les équipes qui jouent chez eux jouer avec leur maillot extérieur, leur maillot foncé. C'est très très chiant, cette nouveauté-là. Pierre, il faut qu'on en parle. Il y a un moment, il faut prendre des positions fortes. C'est une honte, c'est un scandale. Même en saison régulière, je trouve ça incroyablement déplacé. En playoff, je n'ai même pas les mots. Arrêtez de vouloir vendre des maillots aux gens qui sont dans la salle. Dites-leur de les acheter sur Internet. Laissez les équipes à domicile porter le maillot blanc comme c'est la coutume. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi.
Et donc, dans cet édito qu'on voyait là, il y avait marqué, on avait l'impression l'impression qu'il laissait était ineffaçable en direct, en pub, en poster, en jeu vidéo, en photo, en récit et plus encore en vrai, il nous offrait quelque chose d'unique. Voilà, donc c'était vraiment une autre époque où on parlait de pub, de poster, de jeux vidéo, de photos, voilà, et de récits. En tout cas, incroyable relique, un Et chapeau, c'est encore une grâce à fois. ça qu'on fait Léo Culture pour vous raconter des histoires. Ouais, 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 mais j'en ai plein comme ça des titres, notamment, voilà, bah, voilà, bah, c'est marqué NBA Finals, donc c'est les finales de 97 à Utah où je pense que tous les gens sont en train de l'insulter copieusement en marseillais et c'était bizarre de le voir. Ce choix d'image m'a toujours scotché, quoi. Mais bon, peut-être une photo un peu moins chère que toutes celles qui étaient derrière. Mais bon, voilà. Voilà pour la Ouais. relique de la semaine. Super brolique en tout cas, Pierre. Écoutez, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le Hoop Culture. Désolé pour les petits problèmes techniques. On va enquêter là-dessus pour régler ça au plus vite. En tout cas, on espère que vous profitez des playoffs autant que nous. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des upsets, vous, qui vous ont marqué. Finalement, on est resté avec Pierre sur les upsets un petit peu classiques de playoffs. Mais parfois, il y a des victoires, même en saison régulière, qui ont des parfums d'upsets. Comme vous l'avez dit au début, on a voulu se concentrer sur la NBA, parce qu'en NCAA aussi, il y en a un paquet des historiques qui ont écrit l'histoire. Donc on fera certainement un Ah oui. épisode un jour sur ce qui s'est passé durant la March Madness. Il y a des tas de belles histoires à raconter. Passez un super dimanche, un super week-end, et puis on se dit à très vite. Ciao Pierre. Salut à tous, bon week-end.